Oh my God, c'est un signe. J'ai eu un cancer à 43 ans. Moi, j'étais un voyageur tardif. Oh my God. Des bizarres, des des gonnes. bizarres. Oh mon Dieu. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers. C'était pas notre meilleur, mais bienvenue au podcast Les Backpackers. Bon. Le podcast qui t'inspire à voyager. Hein? Ouais. D'ailleurs, Eros t'encourage aussi à voyager dans ta chambre à coucher avec notre code promo Backpack15 pour avoir 15% de rabais sur tous les produits sur leur site web. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Eros nous permet de propulser ce podcast où on parle de voyage pendant 1 heure. Donc, merci Eros. Également, on remercie Gourou qui nous offre sa nouvelle saveur. On va avoir l'occasion d'y goûter. Mais en fait, moi, j'avoue que j'y ai déjà goûté, mais Pascalou et notre invité ne l'ont pas encore goûté. Et justement, parlant d'invités, aujourd'hui, on est très heureuse de recevoir celui que vous voyez depuis près de 20 ans, en fait, cette année à la télévision, parce que c'est l'animateur de l'émission Vlog. C'est un grand aventurier, un grand voyageur, un grand sportif, un passionné, en fait, de plein de choses. Et il a même écrit un livre, en fait, Van Aventure. Ouais. Et c'est Dominique Arpin qui est en studio. Salut, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Très, très cool. Ben merci d'être ici, de passer ton samedi après-midi avec nous. Vraiment, on est vraiment très contente. Je suis en 2 voyages, alors c'est le moment où je la mets pour vrai? m'attraper. Ben, en fait, oui, je me prépare à repartir en van là, dans les prochaines semaines. J'ai des plans de voyage avec ma blonde. On s'en va en Utah au cours des prochaines semaines en van avec mon chien. Puis là, enfin, je vais pouvoir vivre la van life sans avoir des caméras braquées sur moi en permanence. Parce que c'est un peu ça mon histoire. Tu sais, oui, j'ai voyagé beaucoup, mais j'ai essentiellement voyagé dans le cadre de production télé. Tu sais, autant dans Les Crinqués que dans Van Aventure, c'était des émissions de télé, puis tu n'apprécies pas le voyage de la même façon quand tu as une équipe puis que tu dois à chaque jour tourner, puis respecter des horaires. Puis là, j'ai envie de le vivre pour moi, puis prendre le temps de profiter du voyage que je vais faire. Est-ce que ça va être ton premier voyage que tu vas faire qui ne sera pas dans le cadre du travail ou tu en as déjà fait, mais quelques-uns seulement? J'en ai pas fait beaucoup, mais tu sais, moi, j'étais un voyageur tardif. Là. J'ai commencé à voyager, je te dirais, plus autour de la quarantaine. J'ai 53 ans actuellement. Puis, j'ai fait quelques voyages en famille, mais tu sais, c'était surtout là, les classiques, là, tout inclus, Cuba, Mexique, OK, République hey, dominicaine. j'aurais pas cru, j'aurais Ouais. pas pensé ça. Mais ça a pris du temps avant que je sorte de cette zone de confort-là dans laquelle je m'étais placé. Il faut savoir que moi puis l'avion, ça a été quelque chose avant que ça devienne pas naturel. Encore aujourd'hui, je peux pas dire que c'est la partie du voyage avec laquelle je tripe le plus. OK. Mais longtemps, ça m'a freiné dans mon envie de voyager parce que j'imaginais la fameuse journée où j'allais devoir prendre l'avion, puis c'était assez pour me créer des petites attaques de panique. Là. Fait que c'était jamais, tu sais, j'associais pas nécessairement le voyage à quelque chose d'agréable ou de positif. T'sais, pour moi, il y avait tout le temps comme fallait que je passe par l'aéroport avant de pouvoir profiter. Puis là, une fois sur place, je pensais déjà au retour qu'elle allait se faire aussi en avion. Fait que, tu sais, 2-3 jours avant de revenir, là, je commençais à me mettre en train de penser à l'angoisse de prendre l'avion. Fait que, tu sais, pour moi, le voyage, ça a pris du temps avant que ça devienne quelque chose dans lequel j'étais bien, dans lequel j'étais confortable. Puis là, aujourd'hui, je peux pas imaginer ma vie sans voyage. C'est fou quand même, parce que on parle de sensations fortes. Avoue que tu es surprise. Dans Ben le oui, sens mais je suis full surprise. Moi, dans ma tête, tu fais je veux dire, des activités comme ça, du bungee. Tu pourrais sauter demain matin en bas, monter les fraises, mais là, tu me dis qu'il y avait une crainte à prendre l'avion. Ouais. Fait que genre, je suis comme... Ben moi, Ouais. ça a été un Surpris. déclic qui s'est passé au tournant de la quarantaine. J'ai eu un cancer à 43 ans, puis j'ai survécu à ce cancer-là. Puis quand je suis passé à travers cette épreuve-là,
là, c'est comme si toutes mes peurs étaient... Ben, pas mes peurs étaient tombées, parce que je les ai encore, ces peurs-là, mais j'ai décidé à ce moment-là que ça allait... Ça allait pas t'arrêter. Ça allait plus me freiner dans mes envies. Puis oui, j'avais envie de voyager. Oui, j'avais envie de voir le monde. J'arrivais pas à concevoir qu'on était sur Terre, puis que j'allais mourir sans avoir vu toutes ces splendeurs-là que je voyais dans les magazines, à la télé et compagnie. Fait que c'est vraiment au tournant de la quarantaine que là, j'ai commencé à foncer un peu plus, puis à faire des voyages un peu plus, disons, aventuriers, puis à me pousser davantage à sortir de ma zone de confort. Puis ça concorde vraiment avec, suite à ton opération pour ton cancer. En fait, c'est vraiment comme suite à cette épreuve-là que tu as commencé à voyager, prendre l'avion, puis surmonter les peurs que tu avais. Tu sais, mon premier vrai voyage, là, tu sais, un voyage en famille, mais tu sais, qui n'était pas dans un tout inclus dans le Sud, là, ça a été l'Italie, puis c'était l'année suivant mon opération. Okay, wow. Puis je voulais célébrer cette deuxième chance-là que la vie m'avait donnée. Puis je voulais aussi le vivre avec ma blonde puis mes 2 enfants. J'ai une grande fille puis un garçon là, qui aujourd'hui a 21 ans. Puis on est tous partis ensemble en Italie pendant une semaine. Puis ça reste à ce jour probablement le voyage le plus significatif de ma vie parce que là, j'étais avec les gens que j'aimais. Je voyais que j'avais un bel avenir devant moi, que la maladie était derrière, les derniers résultats étaient super beaux. Fait que ça reste pour moi un des grands moments dans ma petite carrière de voyageur. C'est fou parce que moi, je trouve tellement que rien n'arrive pour rien dans la vie, dans tous les sens du terme. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'on est au tasting test. Ouais. Ah oui, je peux dire? Ben oui, OK, c'est parfait. sûr. C'est pas juste une décoration, là. Parce que je Tu veux que je te l'ouvre, Charlie? S'il te plaît, je me suis coupée. Parce que là, je commence à avoir soif. Mais je le montre à la caméra. Je me suis coupée avant le début de l'enregistrement. Fait que là, c'est en plus, moi, je me coupe avec une gourou, là. Ça fera pas une belle publicité. Hey, pour toi. OK, Mais je goûte. Ouais, on fait ça un cheers? On fait un cheers. Je l'ai bu trop vite. Je peux pas attendre. Cheers. Cheers. Oh, c'est bon. Ouais. Pêche mangue, nouvelle saveur. Non, c'est ma préférée pour ma part de toutes les gourous. Mais c'est ça. Comme je disais, rien n'arrive pour rien. Je trouve ça cool parce que, bon, ça a été peut-être tardif dans ton histoire de voyageur, mais tu as toujours été un aventurier. Tu as tout le temps été, mettons, sportif, sport extrême, des choses comme ça. Ben, sport extrême un peu moins. Tu sais, moi, je suis un coureur de nature. Tu sais, j'aime la course à pied. Fait que c'est ça mon sport. J'ai fait beaucoup de triathlon aussi en début de quarantaine, du CrossFit, mais j'ai pas fait... Tu sais, j'avais peur de l'avion, donc, tu sais, parachute, oublie ça. L'escalade, il n'y en était pas question. J'ai peur des hauteurs. J'ai beaucoup de peur dans ma vie. Okay? Mais j'aurais jamais pensé ça. Je te le dis, il y a un avant et il y a un après. Les gens, tu sais, plus jeunes, qui me connaissent de par Van Aventure puis les Crinqués, ont l'impression que je suis cette personne-là, tu sais, qui fonce puis qui fait toutes sortes d'affaires hors normes. Mais la réalité, c'est qu'avant ça, j'étais vraiment chicken. On va voir tout ce qu'on voit à la télé. Wow. Ben, ça t'aura comme au moins apporté ça, si on peut dire. Il n'est jamais trop tard, tu sais. Puis, tu sais, j'ai découvert votre podcast dernièrement. Puis, tu sais, si mon passage peut juste amener cette réflexion-là, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, moi, je n'avais pas mis une croix là-dessus, mais je me dis, OK, je ne serai pas ce voyageur-là que j'espérais être. Et là, je suis en train de le devenir. Je triple. Tu sais, les 2 dernières années que j'ai vécues, c'est... Des fois, je regarde les émissions que j'ai produites, puis je fais comme... Ah, c'est vrai, j'étais allé en Afrique. Ah oui, c'est vrai, j'étais allé en Grèce. Puis j'étais en Alaska. J'en reviens pas de me voir, moi, dans ces paysages-là, quand je regarde les shows, parce que ça a été tellement des voyages qui ont été intenses que on dirait que... Puis c'était un après l'autre que j'ai pas eu le temps de les emmagasiner, des assimiler. Les intégrer, au fond, ouais. Mais c'est un après l'autre. C'est dans le sens que, est-ce que c'est toi est-ce que c'est ton idée là, de partir pour la télé puis de le faire ou on t'a approché puis OK. Fait que c'était ton idée à la base, personne t'a imposé. Exactement. Ben moi, tous mes projets là, en télé depuis le début, c'est je pars d'une passion que j'ai puis d'une envie que j'ai puis je bâtis un show autour de ça puis je me croise les doigts qu'un diffuseur va l'accepter. Tu sais, Vlog, c'est né comme ça. Je passais mes journées à perdre
mon temps sur YouTube. Je me suis dit... Au final, tu l'as pas perdu pantoute, fait y que c'est a-t-il parfait. moyen de gagner ma vie en faisant ça, tu sais? Fait que là, j'ai proposé vlog, puis là, ça va faire 20 ans que je fais ça. Après, là, je me suis mis au plein air au tournant de la quarantaine, on en revient à ça. Beaucoup, randonnée, course à pied, course en sentier, ski, touring l'hiver. Puis là, je me suis mis à réfléchir à OK, comment je pourrais, encore une fois, gagner ma vie en faisant ces sports-là que j'aime. D'où l'idée de Van Aventure. Fait que là, j'ai proposé Van Aventure, j'ai fait ça pendant 3 ans. Après ça, une chose en amenant une autre, là, j'avais envie de voyager, sortir du Québec, découvrir le monde, puis l'idée des Crinqués est arrivée, je l'ai présentée, puis ça a été accepté, puis j'ai passé les 2 dernières années de ma vie dans mes valises, puis je trouve ça trippant, tu sais, d'être payé pour faire quelque chose que j'aime, puis quelque chose aussi qui me transforme physiquement, mentalement, qui me grandit. Je touche du bois, mais je suis vraiment privilégié. Être payé pour voyager. Sans être hôtesse de l'air. Mais faudrait l'être, nous aussi, là, parce que oui. on serait riches. Vous le savez pas, peut-être que votre podcast va vous amener ça un jour. Là. Prochain épisode, on le fait en haut de la Tour Eiffel. Pas prochaine, mais comme éventuellement. Là. Je vous le souhaite, en tout cas. Est-ce que tu as déjà des projets que tu as présents sur lesquels tu as travaillé à partir d'une passion, comme tu dis, puis tu l'as présenté, puis ça n'a pas été accepté, ou tous tes projets, ça a fonctionné? Non, écoute, tu sais, la moyenne au bâton est quand même assez bonne, là, mais il y a d'autres projets que j'ai présentés qui ont pas fonctionné. Entre autres, un projet, j'adore la photo, là, je tripe, là, c'est vraiment une passion, puis j'ai présenté des projets qui tournaient autour de la photo, du voyage, de l'aventure, tout ça, puis bon, ça n'avait pas été retenu, donc... Mais je suis assez choyé. Là. Les projets sur lesquels j'avais mis le plus de travail, c'est ceux qui se sont retrouvés à la télé. Puis je suis vraiment super heureux de ça. Là. Avec les Crinqués, je pense que tu as vécu des moments assez fous dans cette émission-là. Est-ce que tu peux nous raconter un moment comme le plus marquant, le plus fou, là, que tu as vécu dans le cadre de cette émission-là? Les Crinqués, là, c'est un feu roulant. Ça commence, là, mai, juin, jusqu'à, disons, mi-septembre. En fait, les Crinqués, il faut savoir, je tourne ça pendant mes vacances, entre les saisons de vlog. Fait que c'est le seul moment où j'ai une couple de semaines collées qui me permettent de partir puis faire ce genre de. Fait que là, t'as-tu quand même des vacances? Comme là, tu t'en vas, c'est ça que tu disais. Là, ça va être pour la première fois en 5 ans, cet été, j'ai pas de tournage de prévu. J'ai pas de projet. T'as des vraies télé. Vacances. Puis, tu sais, on pourra en reparler, mais j'ai une blonde aussi, puis ces projets-là qui me font triper comme les Crinqués, elle reste à la maison pendant l'été, puis on s'est ennuyé. Puis je trouve ça plate de pas vivre ces affaires-là avec elle. Fait que là, je cherche plus des projets que je peux vivre en couple que devant la caméra. Mais pour revenir à ta question, il y a 1000 affaires qui sont passées dans les Crinqués, mais on dirait que la première affaire qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, c'était au Mexique. On est allé tourner dans l'État de Chihuahua, qui est un État qui est en grande partie encore contrôlé par les narcotrafiquants. Et on était dans une région où les narcotrafiquants sont très présents. On est allé couvrir une course d'ultra-trail qui s'appelle l'Ultra Run Raramuri. C'est une course de 170 km dans les canyons d'El Cobre, les canyons du Cuir. C'est où au Mexique? Parce que je connais quand même assez bien, mais j'ai jamais entendu parler de l'État de Chihuahua. L'État de Chihuahua, c'est pas mal au centre du pays. Et c'est un État qui est très, très sauvage. Pas touristique, là. Pas tellement touristique, effectivement. Il y a du tourisme, mais c'est surtout du tourisme local. Puis nous, on est là-bas pour suivre cette course-là. Il y a des coureurs du Québec qui participent à la course. Et l'organisateur nous avait averti qu'on était en territoire narcotrafiquant, d'être prudent, on avait des règles à suivre, il y a des cultures de pavots dans les canyons, donc si on tombe par hasard sur ce genre de culture-là, on évite de passer dedans. Bref, il y a un matin,
on est en train de tourner avec les deux coureurs québécois qu'on suivait là-bas. Puis on était parti très, très tôt parce qu'on voulait avoir des images du lever du soleil. Fait que là, on est éclairé par les lumières frontales. Puis on est dans une espèce de boisé sur le bord du canyon. Puis on fait des prises des coureurs qui se promènent dans les sentiers. Puis là, la lumière frontale qui se fait aller. Et là, il y a un hélicoptère de l'armée, de la Marina, qui appelle là-bas, qui passe au-dessus de nous. Quand même assez bas. Mais on se dit, bon, ben, il est en direction, on est dans sa trajectoire, puis il va continuer sa route. Fait que nous, on continue notre tournage. Mais tu sais, c'est un gros hélicoptère, c'est bruyant. Puis on peut même voir du sol qu'il y a des soldats avec des armes qui sont à l'intérieur. Et là, l'hélicoptère revient vers nous et se met à faire des cercles de plus en plus rapprochés au-dessus de nous. Puis, tu sais, moi, à chaque passage, je me dis, OK, là, ils ont compris que c'est une équipe de télé, puis qu'on n'est pas dangereux, puis ils vont partir, tu sais. Mais à chaque fois que je me dis ça, l'hélicoptère se rapproche de plus en plus, descend de plus en plus, tellement qu'à un moment donné, on voyait sur le sol, puis sur nos corps, l'espèce de petit faisceau lumineux rouge. Oh my God! Des guns! C'est comme visé. Et là, sincèrement, là, j'étais convaincu qu'on allait se faire mitrailler sur place. Puis Il disait rien? Il disait rien. Il n'y avait pas de haut-parleur ou quoi que ce soit. Il faisait juste se rapprocher de plus en plus. Là, on sentait le vent des pales dans les arbres. Puis mon meilleur ami qui était caméraman sur ce tournage-là, c'est pas un caméraman de guerre, mais il a souvent été dans des conflits, dans des pays en conflit. Fait que il a appris là, les techniques là, pour se sortir de ce genre de situation-là. Fait qu'on on a déposé les caméras, on a levé les mains, puis là, on a arrêté de bouger. L'hélicoptère s'est posé derrière nous, dans un nuage de fumée, dans un stationnement. Il y avait de la poussière partout. Et là, j'étais sûr qu'elle allait se ruer sur nous. Là, notre interprète est arrivé quand il a vu qu'il se passait quelque chose de pas normal. Il est allé leur parler. Finalement, c'était pas nous qui recherchaient, mais il y avait eu un attentat sur un dirigeant politique la veille. Puis, semble-t-il que l'armée était à la recherche des gens qui avaient commis ce crime-là. Puis quand ils nous ont vus dans la forêt avec les lumières frontales, ça les a alertés. Ça les a alertés. Ils se sont demandé c'était quoi qui se passait. Puis finalement, ils se sont posés pour juste s'assurer qu'on n'était pas dangereux. Les mitraillettes n'étaient peut-être pas nécessaires. Mais j'ai tellement avec le pointeur rouge. Il passe cette journée. J'ai des photos de ça dans mon cellulaire parce que là, au début, on voulait filmer ça. On se disait que ça va faire de la bonne TV. On se croirait dans Narcos. On va presque bientôt mourir, fait qu'on va le filmer au moins. On va avoir des preuves. Exactement. Tant qu'à crever, on va ramener des images de ça. Mais tout de suite, un des caméramans a dit non, on prend pas de chance avec ça. Il aurait pu se sentir menacé. Exactement. Tu pointes une caméra. C'est ça. Tu peux penser que c'est autre chose. Mais j'ai réussi, je me souviens, j'ai réussi avec mon cellulaire à prendre quelques photos en fuyant la place. Fait que ça, c'est un... Puis ça, écoute, c'est fou parce que ça, c'était le premier voyage de la saison 1 des Crinqués. Fait que moi, là, tu sais, dans ma vie, là, j'ai voyagé à Punta Cana, j'ai voyagé à Cuba. Premier voyage, pas dans un tout inclus. J'étais allé en Italie, à Rome, sur la côte amalfitaine. Puis là, j'étais à Chihuahua, au Mexique. Puis il y a un hélicoptère avec des gardes armés qui me tournent autour de la tête. Fait que, tu sais, ça a été mon baptême de voyage extrême, je te dis. Le titre de l'émission était bien choisi. Les Crinqués, ça fonctionnait. Est-ce que tu dirais que c'est comme la fois en voyage où tu as eu le plus peur pour ta vie? Est-ce que tu as eu peur? J'ai vraiment eu peur. Ouais, pour vrai, là aujourd'hui, je le raconte puis j'en ris, mais sur le moment, j'avais peur. Puis moi, je suis producteur de l'émission aussi. Fait que
j'ai une certaine... En fait, j'ai une responsabilité par rapport aux membres de l'équipe, tu sais. Fait que là, je me dis, je suis en train de mettre en danger le réalisateur, le caméraman. Puis, tu sais, ça se passe en espagnol beaucoup. Je maîtrise un peu l'anglais, mais l'espagnol, pas du tout. Fait que là, pas d'interprète, incapable d'aller parler avec les gardes. Fait que cette fois-là, j'ai eu peur. C'est vraiment la seule fois. Ça a été le seul gros incident dans les tournages des Crinqués ces 2 dernières années. Mais même l'anglais, tu dis, tu te considères pas bilingue à 100%? Ben, les gens avec qui je travaille à Vlog pourraient t'en parler parce que j'ai de la misère à parler en anglais. Tu sais, je lis en anglais, j'écoute toutes les émissions, les films, je les écoute en anglais, j'ai étudié en anglais. Ah, t'as étudié en anglais Quand en vient plus? le temps de parler, tu sais, quand tu le pratiques pas, ça sort tout croche. Fait que, fait que ma maîtrise est... j'ai une bonne maîtrise générale, mais quand vient le temps de communiquer, là, c'est un peu plus difficile. On va voir si c'est aussi peu. Moi, vu qu'en français, on dit une table, je donne un genre à toutes les choses en anglais. Fait que the table, she's. She's very big. She's very big. OK, ben peut-être que... C'est à cause du français parce qu'on donne tout le temps, tu sais, un, une. Ouais. En anglais, c'est ma pire erreur que je fais à toutes Ben, les c'est aussi objets, que tu là. conjugues pas, là. Mais, Ouais, mais non, mais ça, c'est ça cute. va. Non, mais moi, j'adore quand tu parles en anglais. Surtout quand t'es pompette. J'adore. Mais tu vois, en espagnol, je me souviens que pour se faire comprendre, parce que notre chauffeur, on revient à l'État de Chihuahua, il parlait pas anglais. Il parlait qu'espagnol. Donc, pour échanger avec lui, c'était compliqué. Puis là, tu sais, on suivait une course, fait qu'il fallait, tu sais, il donnait des indications claires de l'endroit où on allait, tu sais. Fait que j'ai utilisé une application, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais je parlais en français, puis ça traduisait ma voix en espagnol. En fait, ça traduisait le texte, puis là, je lui montrais le texte, puis il ça, fait c'est lire. pratique, Il ça. fait lire ce que je voulais lui dire. Mais tu sais, des fois, tu dis, est-ce que l'application a bien fait son travail? Est-ce qu'elle a bien traduit ce que je suis en train... J'avais aucune idée, tu sais. Mais on a réussi à communiquer de cette manière-là pendant toute la semaine. Mais tu sais, c'est... En même temps, c'est ça qui est trippant de voyager, c'est de se placer dans des situations qui font aucun sens. Ouais. Que tu vivrais jamais à la maison. Que tu vivrais jamais à la maison, puis c'est ça qui fait les meilleures histoires. Ben oui. Tu sais, tu reviens, puis tu fais comme, oh my God, OK, j'ai vécu ça. Ouais, puis puis on dirait qu'avec le temps, ben, t'apprends que, tu sais, t'en es pas mort, que tu as réussi finalement à échanger, puis que tu as réussi à te faire comprendre. Fait que de fois en fois, ben, pas que tu t'améliores, mais on dirait que ça devient presque ça devient normal. addictif, en fait. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, autant, on va dire, je fais un parallèle, les tatous, souvent, quand tu commences, c'est une drogue, on aime ça, on en veut d'autres, mais voyager, c'est la même chose. Au début, peu importe les expériences, tu as peut-être peur, il y a des moments que tu broyes, il y a des moments que ça fait chier, mais au final, c'est addictif parce que tu vis pas ça à la maison. Moi, si je vivais les mêmes expériences en voyage à la maison, je voyagerais peut-être pas. Je serais comme satisfaite, mais là, c'est pas le cas. C'est ça permet de repousser tes limites. Oui, puis je sais pas, on dirait de mettre aussi ta vie en contexte. Tu sais, on a l'impression que la vie, c'est... Quand tu voyages pas, c'est ce qu'on lit dans les journaux le matin, puis c'est notre petite routine, puis nos habitudes. Mais quand tu te mets à voyager, ben là, tu es capable de mettre tout ça en contexte. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir beaucoup sur la façon dont je vis, puis sur la façon dont j'ai envie de vivre pour les prochaines années. Puis je pense que le mot drogue est pas trop fort, ça devient une drogue. Tu sais, c'est rendu que j'aime ça, l'aéroport, tu sais. Ah, bravo! Alors qu'avant, pour moi, dès que je mettais le pied dans l'aéroport, c'était un état de semi-panique. Puis là, je m'enlignais tout le temps, une fois qu'on avait passé la douane, tu sais, j'enlignais le premier bar que je voyais, puis là, je m'installais. Et en plus, ça coûte cher à l'aéroport, les bars. C'était pas grave. Il fallait que j'endorme à mon stress avant de prendre l'avion. Alors qu'aujourd'hui, je rentre à l'aéroport, puis j'ai une émotion, mais c'est une belle émotion. Je suis content d'être là. Je sais que c'est le début de quelque chose de beau. Puis tu viens aussi que tu développes tes réflexes, tu développes tes habitudes, tu développes ta façon de t'habiller. C'est quoi les sacs qui sont les plus pratiques pour ces étapes-là, tu sais, qui sont les mêmes d'un aéroport à l'autre. Fait que, ouais, aujourd'hui, je
pourrais dire que je suis accro à ce feeling-là, tu sais, du moment où ça part à l'aéroport. T'es-tu du genre à arriver 3 heures d'avance? Ouais. T'arrives pas moins longtemps. Ah, moi, je suis vraiment... Fait que Pourquoi? t'as jamais raté de vol. Ben, nous, on Ben- teste. Ben, moi, j'ai l'avantage, c'est une chose depuis les dernières années que j'ai expérimenté grâce à mon handicap. Je prenais jamais les avantages liés aux personnes handicapées, mais là, j'ai comme compris que je pouvais skipper bien du monde. Fait que là, je me fais regarder croche. Fait que quand j'étais avec Pasque, des fois, je suis comme, hey, non. On n'arrivera pas 3 heures. Là. C'est Ouais, 1h30. Là. Hey, Fait que nous moi, autres, je en 30 gagne. minutes, on passe. Je gagne 1 heure parce qu'au fond, elle me dit non, arrive pas à 3 heures, arrive 2 heures avant le vol, tu vas embarquer avec moi. Puis là, on y va OK. en petit cart, là, tu sais. Puis on skip les lignes. Fait que c'est comme soit j'arrive 3 heures avant sans Charlie ou j'arrive 2 heures, 1h30 avant avec Charlie. Fait que ça Mais me moi, fait je suis gagner un même peu de temps. tu sais, vous l'avez vu, je suis arrivé 15 minutes avant l'entrevue. Tu sais, je suis quelqu'un Ouais. qui aime arriver d'avance. J'ai c'est pas ça. envie de vivre un stress à l'aéroport. Puis c'est rendu que c'est un moment que j'apprécie. Tu sais, j'aime aller flâner, bouquiner dans les petits, pas les dépanneurs, là, mais les petits commerces qui Ouais. vendent des magazines, puis des livres. Puis là, je m'achète des babioles. Ouais. Tu vas prendre une bière, manger avant ton vol. Ouais, t'es pas stressé. Puis juste être Apprécier assis, le fait d'être là. écrire, je trouve ça, tu sais, c'est rare Ouais. qu'on a du temps pour rien faire, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ce moment-là, moi, je le trouve précieux, fait que j'aime mieux arriver d'avance que d'arriver à dernière minute puis de courir avec mes bagages. Cela dit, c'est arrivé, tu sais, quand t'arrives puis que ton transfert s'est pas passé comme prévu, que ton vol a été décalé, puis ça, tu sais, j'en ai vécu dans les 2 dernières années, là, tu sais, à courir là, comme un fou à l'aéroport, là, tu sais, d'une gate à l'autre pour pas rater mon vol, tu sais. Puis c'est arrivé qu'on a raté des vols parce que... Ça arrive. Ça c'est arrive, ça. tu sais, puis ça fait partie. Il faut dédramatiser ça, Oui, je pense. tu sais, exactement. Parce on est tellement stressé avec ça. Tu sais, on est prêt à quasiment avoir un accident de voiture parce qu'on veut donc pas manquer notre vol, mais comme tu vas aller sur un autre vol ou, tu sais, comme c'est Il y en pas... a d'autres, il y en a un Tu autre. sais, moi, j'en ai raté beaucoup de vols. Là. Mais le Puis problème, ça n'a jamais été grave. Ça n'a jamais été la fin du mais monde. c'est ça, la différence, c'est que, là, je reviens à ce que nous, on fait, c'est une production télé. Tu sais, si on arrive en retard à destination, ben il y a des conséquences parce qu'on a un certain nombre de jours de tournage de prévu, les équipes sont disponibles de telle date à telle date. Fait que tu sais, tu peux pas trop te permettre de rater un vol ou... C'est des frais de production. C'est des non frais de seulement production. vous bouquez sur un autre vol, mais Exact. aussi vos hôtels. Là, si tu rates ta nuit à Tout à l'hôtel, fait. c'est comme tellement d'affaires Ouais. à prendre. Ben, un peu comme si on voyage en gang, là, dans le sens où pour les gens qui n'ont pas d'équipe de tournage, on peut le comparer à voyage en gang, ça fait plus chier que nous deux, mettons des gars qui est deux. Mhm, ou c'est une. ça, ça dépend. C'est sûr, ça dépend du Ouais. contexte. Ben, Mais tu sais, c'est ça. quand... Puis nous, on a aussi l'équipement à faire dédouaner parce que on le fait plus nécessairement tout le temps. Là. On joue un petit peu avec la règle, mais en théorie, quand tu es une équipe de télé et que tu transportes de l'équipement professionnel, ben il faut que tu ailles déclarer ton équipement, Toutes les pays. remplir un carnet qui appelle le carnet ATM. Et écoute, ça prend un temps fou. Trouver la place pour faire signer ce mot-dit carnet-là. Puis souvent, tu arrives, le douanier n'est pas là. Fait que bref, on a perdu énormément de temps autour de ça. Fait que ça aussi, on ne sait jamais avant de partir, ça va-tu nous prendre une demi-heure ou ça va nous prendre 3 heures, tu sais. Je me souviens encore au Mexique, quand on est arrivé, il fallait qu'on fasse signer le document comme quoi on avait importé l'équipement. On a passé 6 heures à l'aéroport parce qu'il n'y a personne qui savait quoi faire avec ça. Là, c'est l'armée qui gère l'aéroport, puis c'est les mêmes personnes qui étaient là pour gérer l'arrivée des vols et des bagages. Fait que dès qu'un avion arrivait, nous autres, on tombait deuxième. Fait que bref, on a attendu 6 heures assis dans l'aéroport qu'on puisse importer notre Ouais, ben, équipement. tu peux écouter des podcasts, tu peux lire, tu peux faire du journaling. Moi, je trouve ça super inspirant d'être dans un aéroport. Comme Ouais. j'adore ça. Là. Mais quand tu arrives... Des fois, je passe la journée au complet. Tu sais, si mon vol est le soir, Ouais. j'arrive le matin, puis je vais dans un salon, tu sais, les salons Ouais, comme ouais. de VIP. banque ou Ouais. de compagnie aérienne. Ouais, ouais. Puis, tu sais, des fois, je trouve que ça vaut même la peine de... Même si tu n'as pas la carte de crédit, des fois, il faut que tu payes comme 50 ou 60 $, mais tu es là
pendant plusieurs heures, bar open, buffet, t'es super bien installé, t'as du bon Wi-Fi. Comme moi, je trouve que c'est un 50-60$ vraiment bien investi. Un rêve un jour, là, ce serait de partir dans un vol en première classe puis d'avoir accès là, au gros salon hyper luxueux avec des gens qui te font des massages sur une chaise. Dans l'avion, ça? Non. Non, mais avant Okay. le décollage. Puis, je sais qu'il y a des avions, des gros avions. Ils ont des chefs. Il y a des chefs à l'intérieur, un lit. Il y a même des avions avec des douches. Tu fais comme, OK, ça, j'aimerais ça au moins une fois dans ma vie. Surtout un long voyage. Genre, tu vas au Japon, en Asie, tu sais, de quoi qui vaut à peine. Là. Ouais. Genre, ça, là, oui. Puis des fois, tu peux avoir ça, tu sais, quand tu es inscrit à des programmes de points aériens, là. Quand il y a des places libres dans les premières classes, ben, tu peux être surclassé, tu sais, sans avoir à le payer. Fait que c'est mon objectif de vie. Mais ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas comme la première classe avec un lit et tout. Tu sais, c'était comme un plus petit vol. Fait que, tu sais, j'avais, tu sais, la bouffe, le vin et tout. Mais une fois, je veux vraiment me faire surclasser dans un vol avec, tu sais, le lit, puis tu sais, comme quasiment ton studio. C'est drôle parce qu'on a fait à Vlog récemment un reportage là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se spécialisent dans ce type de vidéos-là, puis qui t'amènent avec eux dans des vols qui font aucun sens, puis qui te montrent tout leur menu, puis tous les services auxquels ils ont droit, puis c'est juste incroyable. Tu as l'impression... On est loin de du poulet desséché qu'on nous sert. Ah, mon Dieu. Mais même ça, moi, je trouve ça bon. Je suis tellement contente à chaque fois que je reçois n'importe quoi dans l'avion, tu sais, même si c'est un poulet sec, là, je suis juste contente d'être là puis d'avoir un repas. Tu sais, les petits biscuits au gingembre. Oui. Je les aime. Oh, oui. Puis moi, je pensais qu'à un moment donné, pour ne pas le nommer, que c'était juste Delta, parce que, tu sais, ils font leur propre emballage. Vraiment une parenthèse par rapport, mais je pensais que c'était exclusif à Delta. Mais non, toutes les airlines ont les petits biscuits au gingembre. C'est juste qu'ils changent les emballages. Oui, les petits biscuits comme ovales. Ah, je sais pas, je connais pas. C'est vraiment délicieux. Mais au moins, on est content des petits plaisirs de la vie. Là. Je me souviens. Ça fait facilement satisfait, oui. Quand on est allé rejoindre Bruno Blanchet en Thaïlande, fait qu'on partait de Montréal, on allait à Tokyo, puis de Tokyo, il y avait une correspondance pour Bangkok. Puis, on a fait le vol Tokyo-Bangkok dans un appareil c'était Japan Airlines. Écoute, c'était fantastique. On avait des petites serviettes chaudes là, pour nous laver les mains, pour se laver un peu le visage. Après ça, écoute, c'était vraiment comme si on était dans un resto, puis on était en classe économique. Là. Ouais. On a mangé des sushis, on avait des choix de vin, les petits desserts, les bonbons. Écoute, c'était vraiment incroyable. Avec Japan Airlines? Oui. Ah, c'est sûr. C'était malade, là, c'était malade. Fait que, ça peut être une belle expérience. Oui, ça peut vraiment. Fait que, est-ce que tu as encore peur en avion ou là, c'est bon, c'est fini? Je suis désensibilisé, mais j'ai encore un petit moment de... On n'est pas sûr, hein, juste au décollage. D'être dans le ciel, tu sais, c'est bizarre. Je te dirais juste le moment du décollage. L'atterrissage, ça va. C'est vraiment le décollage. Puis, tu sais, j'ai trop fait de lecture sur l'aviation pour savoir que c'est le moment critique, le décollage. Parce qu'un atterrissage, tu sais, l'avion, il va se poser, là, tu sais. Au pire, s'il se pose pas, ben il va... Côté. Tu sais, là, on devrait pas parler de ça d'un... Est-ce que tu choisis les bancs en non, mais je trouve ça rassurant, ce que tu dis. Tu sais, c'est prouvé que si tu es assise devant, tu as Ouais. chance de mourir si tu as un crash. Mais l'avion, c'est rare qu'elle pique devant. Là, c'est vrai qu'on ne devrait pas parler de ça. Mais il y a des gens... Mais non, mais c'est parce qu'il dit qu'il y avait quand même une certaine crainte à l'avion. Fait que je me dis, est-ce que tu es du genre, justement, à choisir tes bancs en fonction des statistiques? Ben, on dirait que Charlie, toi, tu es du genre à faire ça, on dirait. Mais je le fais pas parce que... Je le fais pas, je paye pas là, pour mes bancs, fait que je suis tout le temps 31F. Là. Nous, on oui, c'est ça. Nous autres non plus. Là, dans les tournages, généralement, on a vraiment c'est surtout qu'on a booké nos voyages un peu à la dernière minute la saison dernière, fait qu'on avait des places qui n'avaient aucun sens. Notamment dans la dernière rangée à côté des toilettes. On s'entend-tu que c'est la pire place dans l'avion? Parce que même quand tu essaies de dormir, il y a tout le temps quelqu'un à côté de toi qui s'accroche parce qu'il s'en va aux toilettes. Mais je pense, j'ai pas peur de l'avion. En tout cas, ça me freine plus dans mes décisions de voyage. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'en prends un, j'ai de moins en moins peur. T'sais. Là, le problème, c'est que ma blonde a peur de l'avion. Puis
moi, je veux voyager. Ça fait partie, là, maintenant, de mon ADN, mais je veux voyager avec elle, tu sais. Fait que là, ben, je suis un peu tiraillé parce que je veux pas la forcer. Des fois, ça devient même un enjeu de chicane parce que, tu sais, si j'y parle trop de voyages que j'ai envie de faire, ben, elle sent que j'y mets de la pression, puis bon. Mais là, tu sais, on en a prévu un l'hiver prochain. Fait que là, on y va, tu sais, par des petites distances, des vols en tout cas, qui la rassurent. Fait que tranquillement, pas vite, j'espère qu'elle va se désensibiliser comme moi, je me suis désensibilisé. Mais tu sais, ça a été 2 étés où j'ai pris l'avion peut-être 25 fois. Là. Fait que ça a été tellement rapproché, tellement condensé que on dirait que ça a cassé ben oui, c'est sûr. ma peur à jamais. Là, Fait qu'il me reste encore un petit relent de cette peur-là, mais c'est vraiment rendu... Au moins, tu peux la comprendre. Là. Ouais. Tu sais que tu as été là, been there, done that. Fait que... Je sais qu'il y a des fois, on réfléchit peut-être à... il y a des... C'est pas des cours, là, mais c'est comme des espèces de formations où ils t'expliquent qu'est-ce que tu vas vivre dans l'avion. C'est dans des simulateurs. Puis ça permet souvent là, de préparer les gens à des vols. Fait qu'on se dit peut-être que ça pourrait être une option là, pour l'entraîner à prendre l'avion. Ça, je sais ça existe soit des programmes ou un accompagnement ou... il y a des choses qui existent, des suivis qui peuvent être faits par un spécialiste là, pour amener la personne à ne plus avoir peur de l'avion. Je sais que ça existe. Oui, c'est souvent des anciens pilotes de ligne, puis il y a des psychologues aussi, là, parce que c'est une peur qui vient de quelque part souvent. C'est une peur irrationnelle. C'est la peur de l'abandon, la perte de contrôle. Puis, tu vois, je te parle de ça, puis ça me fait penser à, là, les gros avions, ça va. Je suis à l'aise. Parce qu'il y a moins de turbulences. Il y a moins de turbulences. Puis je sais pas, je me sens plus en sécurité, mais l'été dernier, je suis allé en Alaska accompagner Marie-Pierre Desharnais sur le mont Denali. Puis l'idée, c'était que je l'accompagne jusque sur le glacier d'où elle partait pour aller faire l'ascension de la montagne. Et là, pour se rendre là, ben, c'est des avions de brousse, des avions avec des skis. Puis la journée où on est parti, ça faisait 2 jours que notre vol était repoussé parce que les conditions climatiques n'étaient pas assez bonnes. Tellement que la journée où finalement on est parti, ils nous ont dit, c'est un petit aéroport, là, c'est une petite compagnie privée, ils nous ont dit, on peut, selon le pilote, se rendre jusqu'au glacier, mais ça se peut qu'une fois sur place, ils décident de ne pas revenir parce que c'est trop dangereux. Fait qu'il faut que vous soyez prêts à passer la nuit et peut-être quelques jours sur le glacier avant que vous puissiez revenir. Puis ça, c'est dangereux? Ben c'est pas dangereux si t'es un alpiniste puis que tu as un équipement qui te permet de passer des jours sur la montagne. Mais tu sais, nous autres, on est là avec quasiment nos running shoes, notre caméra. OK, notre zéro sac. équipement. Ben, on là. n'a pas d'équipement parce que nous, le but, c'est qu'on accompagnait Marie-Pierre là-bas. Puis une fois sur place, on passait peut-être 1 heure ou 2 avec elle pour filmer ses préparatifs, faire des entrevues, tout ça. Puis après, on rembarquait dans l'avion puis on revenait. C'était un peu un acte de foi. Quand on a monté dans l'appareil, c'était ça où on laissait Marie-Pierre prendre l'avion puis on restait à l'aéroport. Ça faisait aucun sens. On a fait le voyage jusqu'en Alaska pour ça. Fait que cette journée-là, on l'a... tu sais, on est allé, là, mais... tout le long, je me disais, est-ce qu'on a pris une bonne décision? Parce que, 1, la visibilité était nulle. 2, l'avion passe entre les sommets des montagnes. Oh my God, ça devait être fou, ça devait être beau, par exemple. C'était à la fois beau et terrifiant, je te dirais. Ben oui. Puis là, ça brassait, puis tu vois, le pilote, là, il n'est pas dans sa cabine fermée, là, tu le vois, puis... Il y avait des réactions des fois. Parce que là, tu peux voir les réactions. Tu étudies les réactions du pilote tout le long. Je capotais. Je préférais pas le voir. Je capotais. Non? Fait que finalement, on s'est posé. Puis une fois sur place, on a réussi à faire un peu de tournage. Puis il nous a dit, OK, mais il faut vraiment repartir tout de suite. Fait que on a peut-être passé, je sais pas moi, une demi-heure sur le glacier. Ça a été un aller-retour en avion de brousse. Mais tu sais, là, ce voyage-là, j'ai eu la chienne. J'ai vraiment eu la chienne, ouais. Fait que vous n'avez pas dormi là. On n'a pas dormi sur le glacier. Puis tu vois, Marie-Pierre,
Finalement, elle a passé 2 semaines sur la montagne, puis elle n'a jamais réussi à atteindre le sommet parce que les conditions climatiques étaient trop affreuses. Là. Il y avait des vents, de la poudrerie, des blizzards, tout ce que tu veux. Fait que, nous, on a réussi à se rendre jusqu'à la montagne, mais les conditions étaient vraiment pas bonnes cette semaine-là. Fait que c'est pour ça que vous avez passé juste une demi-heure, finalement. Ouais. Aller-retour. Ouais. En même temps. Ben, au moins, tu l'as vécu, au moins, t'es allé. Oh oui, j'ai mis le pied sur le glacier, j'ai vu la montagne de mes yeux, puis, ça a été une révélation en même temps parce que ça m'attire l'alpinisme. Ça fait des années que je lis là-dessus, puis que je regarde des films, puis je les trouve tellement badass, là, les alpinistes, puis j'aurais envie de le vivre. Puis là, cette journée-là, j'étais déçu de devoir revenir. Une fois que j'ai été sur place, je fais comme, OK, il me semble que j'étais à ma place. Là. J'aurais envie de, moi aussi, avoir une tente, puis dormir sur le glacier, puis demain partir avec mon traîneau, puis me rendre jusqu'au prochain camp de base. Puis tu vois, après ce tournage-là, quand on est revenu, j'ai recontacté Marie-Pierre quand elle est revenue au Québec, puis elle m'a dit qu'elle faisait une excursion sur le Kilimandjaro quelques semaines plus tard, puis j'ai réussi à me joindre à son groupe, fait que je suis allé faire le Kilimandjaro avec Marie-Pierre Desharnais. Mais qui était peut-être plus agréable, moins épeurant que le glacier, au final. Oui, c'était pas mal plus... Ça reste une expédition, là. Ça reste... c'est pas une balade dans le parc, mais c'est moins... c'est moins technique. T'as pas besoin d'avoir d'équipement spécifique, puis d'habileté. Tu n'es pas accordé, tu n'as pas de crampons, quoi que ce soit. C'est un grand sentier qui monte jusqu'au sommet. Oui, c'est ça. Il y a tellement de gens qui le font. Exactement. C'est ça. Fait que c'est balisé, c'est organisé. C'est balisé, puis le seul défi, c'est de gérer l'altitude, les effets de l'altitude. C'est quoi déjà l'altitude? C'est 5895 mètres, le Kilimandjaro. Donc, à partir de 2500, 3000 mètres, là, tu commences à ressentir un peu les effets de l'altitude. Le souffle est plus court, les maux de tête. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion parce que le métabolisme se concentre sur les fonctions vitales, donc délaisse un peu les autres. Fait que, mais c'est une belle... ça a été une belle aventure, ça. Est-ce que tu l'as eu, le mal des hauteurs? J'ai eu le mal des hauteurs la dernière journée quand on a fait la poussée vers le sommet, là, le sommet de push. J'ai ressenti les effets, là, maux de tête, là, vraiment intenses, début de nausée, étourdissement. Puis, à un moment donné, tu as l'impression que tu penses plus clairement. Tu as de la misère à réfléchir. C'est pas là que je ferai un cube Rubik. Là, on dirait que tes capacités cérébrales sont vraiment très, très limitées. Mais j'ai quand même réussi à pousser et à me rendre jusqu'au sommet du Kilimandjaro. Ben, bravo. C'est une grande fierté que j'ai. Mais c'est fou, tu parles tellement de, comme tu dis, tu as commencé il y a peu de temps, il y a quelques années déjà à voyager, mais tu as fait tellement de choses de voyageurs déjà. Ouais, non, mais ça a été... Des choses de voyageurs. Oui, c'est ça. Mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Tu as tellement accompli de destinations fabuleuses puis de choses de voyageurs que c'est quand même fou, là. Non, ça a été... en tout cas, ce voyage-là, aussi, c'était la première fois que j'allais en Afrique. Puis j'ai eu un choc. Quand tu mets les pieds en Afrique, tu as l'impression que, qu'on vit notre vie à 100%. Puis là, tu réalises quand tu arrives là-bas que tu es probablement à 60%. Là, tout est surstimulé, les couleurs, les odeurs, le bruit. Fait que, écoute, c'est comme si on te branchait dans le 220 alors que tu étais dans le 110 toute ta vie. J'ai adoré l'Afrique. Je me suis promis que j'allais y retourner un jour. On était là une semaine, dont... non, en fait, on était là 10 jours, dont 6 sur le Kilimandjaro. Fait que ça nous laissait peu de temps pour voyager autour. Mais c'est sûr et certain que je vais retourner un jour en Afrique. Est-ce que tu dirais que gravir le Kilimandjaro, c'est l'épreuve physique la plus difficile que tu as faite en voyage? Le défi physique que tu as surmonté? Oui, de loin. De loin parce que, tu vois, dans la saison
dans la saison 1 des Crinqués, mon défi à la fin, parce que la série est un peu articulée autour de ça. Je rencontre des gens, je les accompagne dans leur défi. Puis à la fin, moi, je me lance un défi, puis je me sers des apprentissages que j'ai eus à travers les rencontres. Puis la saison 1, mon défi, c'était de faire un ultra-trail de 65 km ici dans Charlevoix, l'ultra-trail Arikana. Fait que j'ai fait cette course-là. Ça a été immensément difficile parce que je n'étais pas assez entraîné. Puis c'était une journée où il faisait très, très chaud, mais j'ai réussi à le faire. Puis j'en ai pas marché pendant 3 jours tellement j'étais cassé après. Mais le Kilimanjaro, c'est une autre affaire. Là. C'est pas tellement un défi physique dans le sens où, tu sais, je n'étais pas raqué le lendemain, mais c'est un défi mental plus que d'autres choses. La peur de l'altitude, puis c'est sur plusieurs jours, tu dors dans des refuges qui sont pas hyper confortables, tu manges. Toi, est-ce que tu as réussi à dormir? Parce que moi, c'est ça, le mal des hauteurs, moi, ça a fait en sorte que je pouvais pas dormir. Ouais. T'as-tu fait le Kilimanjaro aussi? Non, mais c'est en décembre, j'ai gravi le volcan Akatenango, qui est juste devant le volcan Fuego qu'on voit sur toutes les photos, là, tu sais, qui est constamment en éruption. Ça, c'est dans quel Au Guatemala. pays? Au Guatemala. Okay, c'est sûr que tu as déjà vu des photos de ça parce que c'est comme le volcan Fuego, je pense que c'est le volcan actif qui entre en éruption. Tu sais, comme de façon la plus spectaculaire, puis qu'on peut y accéder parce que tu es sur le volcan qui est juste en face. OK. Puis j'ai pas... Ben, c'était juste une nuit, une chance, là, parce que j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit, mais au moins, j'avais les éruptions à toutes les 10 minutes à regarder devant moi. Puis tu sais, avec le sol shakeait, puis on entendait le gros son, là. Tu sais, comme un son sourd, là. Tu sais, comme un vroom. Je sais pas comment le faire. S'il te plaît. On est là. On le sent. Mais c'était, tu sais, fait que j'étais assise dans l'espèce de petit refuge. J'étais juste une petite cabane en bois avec des fenêtres, justement, qui avaient mis les fenêtres juste devant le volcan Fuego. Fait que j'étais assise dans mon sleeping bag, puis je regardais ça toute la nuit parce que mon système était comme activé, comme était stressé. Ouais. C'est comme si j'étais sur l'adrénaline. Ouais. Puis même, j'ai pris un somnifère, là, qui d'habitude, moi, c'est un somnifère qui est à quelle hauteur? Je suis pas bonne pour les chiffres, là. 3 000, 4 000, 4 000. OK, quelque chose autour comme de 4 000. 3 500, 4 000, quelque chose autour de ça. OK. Fait que moins élevé que le Kilimanjaro. Mais toute la journée, ça s'est bien passé, mais c'était rendu à la fin de la première journée. En fait, c'est juste 2 jours, ça fait que c'est quand même accessible. Moi, j'ai fait ça un week-end là, en 2 semaines de travail, de télétravail. Comme, c'est ça qui est cool, c'est super accessible. Mais c'est ça, c'était... j'étais stressée, en fait. J'étais comme, j'arrivais pas à me détendre. Mais après ça, bon, c'était pas grave parce que ça n'a pas duré une semaine. Ouais. Une nuit, c'est correct. Du tout? Moi, j'ai eu... ça a été l'enjeu principal de l'ascension du Kilimanjaro, c'est que j'arrivais pas à dormir la nuit ou très peu. Tu sais, quand tu te réveilles le matin et tu as l'impression que tu es plus fatigué que quand tu t'es couché. Là. Ça a été ça dès le jour 1. Puis là, ben ça joue sur ta tête parce que là, tu te dis, OK, là, demain, il faut que je dorme parce que là, je suis en train d'hypothéquer mon ascension. En plus, là, on est dans une production télé. Tu ne peux pas te permettre d'abandonner au jour 2 parce que tu n'as pas de show, tu sais. Fait que là, tu rajoutes cette pression-là en plus de celle de ne pas dormir. Fait que ça a été très difficile. Physiquement, je leur dis, c'est pas exigeant tant que ça, tu sais. Mais psychologiquement, puis en termes de fatigue, là, ça m'a épuisé. C'est pour ça que la dernière journée, quand on est parti pour le sommet de push, là, je n'étais pas sûr que j'allais me rendre parce que j'avais peut-être dormi, je sais pas moi, 7-8 heures en 5 jours. Là, wow! Fait que je me reposais la nuit, je me forçais, je fermais les yeux, j'essayais de me détendre. Fait que j'arrivais à me reposer, mais j'étais pas regaillardi, là, comme on l'est le matin en se levant. Fait que non, ça a été... Tu devais être fatigué, ouais, après j'étais ça. brûlé. Quand je suis arrivé en haut, puis j'ai réussi à me rendre jusqu'au sommet puis à toucher au panneau. Là, écoute, j'ai jamais broyé de même de ma vie. Wow. Là. Écoute, j'ai vraiment cassé, là, puis... fait que, tu sais, c'est ça. C'était la fatigue, le stress, la pression que je m'étais mis, là, tout ça, ça a sorti d'un coup. Mais, tu sais,
j'y retournerai demain matin. Là. Là, on dirait que j'en profiterais plus parce que je sais un peu à quoi m'attendre. Ça m'a fait le même effet quand... puis je faisais ça avec mon ami, le trek là, pour Akatenango. Puis en fait, après ça, tu as le choix de soit rester au base camp sur Akatenango ou descendre une partie puis monter sur Fuego. Puis aller le plus proche possible sur Fuego de l'éruption. Fait que moi, j'étais déjà fatiguée. J'étais comme, c'est sûr que je fais. C'est sûr que je veux y aller, tu sais. Mais mon ami est resté au base camp. Fait que je l'ai faite, j'étais dans un groupe, mais j'avais plus, tu sais, mon allié, c'est ça. Fait que, tu sais, comme à la fin, tout le monde y allait un peu à son propre rythme. Fait que j'avais plus de partner, tu sais. Fait qu'à la fin, là, je poussais, mais j'étais toute seule, tu sais. Puis j'étais tellement fatiguée, puis j'avais tellement mal partout, là. J'ai jamais été autant épuisée de toute ma vie. Puis là, quand j'ai finalement levé la tête, c'était le coucher de soleil, puis j'étais arrivée juste à temps pour le voir parce que le soleil était au-dessus des nuages. Puis j'étais arrivée là, comme juste à temps pour voir sa descente. Là, comme, il restait comme peut-être 3 minutes là, pour que je puisse voir le soleil. Fait que j'avais fait tout ça pour arriver au moment tu vois, parfait. T'en parles, puis tu t'en souviens. J'ai pleuré. Là, j'ai comme... j'étais essoufflée, je pleurais. Tu sais, puis... c'est fou, ces moments-là. C'est trippant, le voyage, pour ça. Ça nous fait vivre des affaires tellement, tellement fortes, tellement intenses. Puis j'ai l'impression que ça fait de nous des meilleurs humains. Tu sais. Ultimement, je suis beaucoup là-dedans. Là, tu sais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour t'améliorer? Là, tu sais, better yourself every day. Tu sais. Puis j'ai l'impression que quand tu voyages, c'est ça que tu fais. Tu sais. C'est que tu t'améliores. Tu t'améliores... tu te développes à chaque jour. Oui, effectivement. Fait que c'est des beaux souvenirs, ça. Puis, tu sais, on parle beaucoup de défis, mais mettons qu'on te demanderait, là, dans tous tes voyages, ton anecdote la plus croustillante, tu sais, là, quelque chose... T'en as déjà compté beaucoup, là. Oui, mais c'était beaucoup... Oui, il y en a beaucoup, mais la plus, si tu l'as déjà compté, j'accepte la réponse également, là. Croustillant dans le sens de... de quoi? Non, j'avoue que les rocambolesque, spectaculaire, les fusils, j'avoue que c'était peut-être ça, dans le fond. Ouais. As-tu d'autres? C'était sûrement ça. Écoute, ce même voyage-là... c'est que oui, ce même voyage-là, on avait un vieux pick-up pour se déplacer dans les montagnes. Et à un moment donné, on est au milieu de nulle part. On est sur des petites routes là, de montagne. Les seules personnes qu'on a croisées dans la journée, ils étaient sur des dos down. Il n'y avait pas de véhicule là. Puis à un moment donné, le véhicule est tombé en panne. Et nos cellulaires ne fonctionnaient pas. On était à des milles et des milles de la civilisation. Puis c'est mon ami caméraman qui a réussi à réparer le moteur parce que le conducteur n'avait aucune espèce d'idée de ce qui se passait. T'sais. Fait que là, cette journée-là, on a eu vraiment, pas peur, mais là, on était en train de compromettre encore une fois notre tournage parce qu'on s'en allait à un endroit où les coureurs allaient arriver dans les prochaines heures. Fait que ce genre de stress-là, on en a connu beaucoup au cours des dernières années. Puis, mais tu vois, c'est ces moments-là qui font que tu reviens, puis c'est les premières affaires que tu as envie de raconter à tes proches, là, parce que c'est... T'es fier d'avoir passé à travers. J'ai l'impression que c'est l'essence là, du voyage. Sinon, il y a un soir... ça, encore là au Mexique, il s'est passé tellement d'affaires. Il y a un soir... Je passe tout le temps plein de choses au Mexique. Ah, c'était incroyable. Dans l'État de Chihuahua, encore, on est dans un petit village, Raramuri, super loin de tout. Puis, on est à un point de ravito. Donc, les coureurs passent par là pour manger, prendre de l'eau, puis se reposer un peu. Et le ravito est dans la maison d'un petit couple, Raramuri. Écoute, c'est grand comme le studio ici. Là. C'est même peut-être plus petit. Il y a une truie dans un coin avec un feu. Je m'attendais pas à ça. Pas un cochon, comme un petit poire. Là, OK. Non, il y avait il y avait des poules, il n'y avait pas de cochon. Je savais pas que ça s'appelle comme ça. Une truie, c'est comme un petit, c'est ça, un petit poire. OK, je savais pas. Bon, puis, on aurait appris quelque chose. Plusieurs choses. Mais eux autres, c'est leur maison, là, ils habitent dans cette maison-là, puis nous autres, il faut qu'on passe la nuit. Fait qu'on avait prévu le coup, on avait amené nos sleeping bags, fait qu'on s'installe à l'extérieur dans la boîte d'un pick-up
pour passer la nuit. Et là, on n'avait comme pas réalisé qu'il allait faire aussi froid que ça. Au Mexique, les nuits, là, Ouais. on était presque au point de congélation. Fait qu'on s'est réveillé à un moment donné, j'étais avec le caméraman. Puis là, on n'était plus capable de dormir. On était vraiment frigorifiés. Fait qu'on est rentré dans la maison du couple de Raramuri. Puis on les a... Ils étaient couchés là, dans leur lit. Là, puis on est allé se coucher Avec eux? à côté du poêle dans nos sleeping bags, directement sur le plancher de terre. Pour passer à travers la nuit, parce que sinon, on n'y serait pas arrivé. Puis, pendant la nuit, ils sont levés, là, ils nous ont vus, ils nous ont laissé dormir dans leur maison. Mais tu sais, on est rentré un peu en cachette, puis on est allé se coucher dans un coin. Ils ont dû comprendre là, que Fait que là, ils ont froid. dû comprendre qu'on avait besoin de un peu de chaleur. Ouais, fait que C'est ça en est cute. une autre Ça passe le aventure. test. Il y en a plusieurs qui ont passé le test, dans le fond. On est rendu à notre jeu. On est rendu au jeu, ouais? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Vas-y. J'ai une question parce que tu es fan de Van Life, right? Ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand l'épisode va sortir, ça va être la saison qui va commencer de Van Life. Fait que j'aimerais savoir les sites que tu recommandes comme les meilleurs sites pour faire du Van Life au Québec. Hey, mon Dieu, il y en a tellement, mais moi, je suis un grand fan des services Terrego. C'est une entreprise qui fait affaire avec des producteurs, des maraîchers, des microbrasseries, tout ça, qui te permettent de dormir sur leur site. Fait que c'est un abonnement annuel, ça coûte, disons, 150 $ par année. Et tu peux réserver ton spot un peu partout au Québec. Tu as accès à une carte. Et là, tu peux voir à travers la province où sont les endroits qui sont associés à Terrego. Puis là, tu es sûr d'avoir une expérience unique parce que d'une part, tu peux jamais dormir plus que 5 ou 6 véhicules. Fait que tu sais, tu te ramasses pas avec une gang de... T'es pas dans un caravan park, là. Exactement. Et ben, ça te permet de rencontrer aussi des producteurs. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir dormi sur un site de microbrasserie près d'Oka. C'était hallucinant. On était dans un grand champ de... C'est pas loin, là, blé. ça, là. C'est ça, on peut aller chercher de la bière à la microbrasserie. J'ai dormi dans un vignoble près de Québec. Fait que ça, c'est ma recommandation. Tu sais, si vous aimez la van life puis que vous voulez pas vous casser la tête à chercher un endroit où dormir puis ça vous tente pas d'aller dans un camping, Terrego, c'est un service qui est vraiment super. Puis je dis ça, puis j'ai aucun intérêt dans Terrego. J'ai pas de commandite. Mais nous autres, je moi et connaissais ma pas blonde, ça. c'est vraiment un service qu'on aime beaucoup. Puis on l'utilise depuis quelques années. OK, parfait, super. Mais Merci. c'est sûr qu'on encourage aussi les gens à découvrir ton livre. Non, mais il y a plein de petits trucs, Ouais. de petits conseils. Puis justement, pour les adeptes ou pour les gens qui débutent, là, moi, à la base, ben, je sais que c'est pas la même chose, là, la van life puis le camping. Mais moi, à la base, j'associais ça. Fait que je suis comme... Mettons, le camping, c'est non. Là. Tu me payerais vraiment cher pour que j'aille dormir dans une tente, sauf exception. Mais le van life, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Tu sais, tu Ben, comprends? c'est comme du camping de luxe. tu sais. Oui, Tu ben, peux le c'est voir exactement comme ça. ça. T'as du confort. Tu as du confort, tu traînes tout ton stock avec toi. Tu sais, c'est à mi-chemin entre l'Airbnb puis le camping. Ouais. Tu sais. Puis la beauté, ben, c'est que tu as le contrôle sur où tu dors, combien de jours tu vas dormir à cette place-là. Tu n'as pas d'heure d'arrivée tu sais, obligatoire puis d'heure de sortie. Moi, je suis un fan fini de la van life. J'ai même investi dans une compagnie qui fait de la conversion de van parce que je trippe trop puis j'ai envie de faire connaître ce loisir-là le plus possible au Québec. Fait que ouais, c'est... Mais l'intérêt c'est un beau mode de est vraiment Grandissant. grandissant au Québec, là, depuis Ben, les dernières années. depuis la vraiment. pandémie, c'est fou. Tu sais, nous, quand on a sorti la saison 1 de Van Aventure, on était la fameuse année de la pandémie. Puis, on dirait que les gens ont découvert ce que c'était la van life à ce moment. Tu sais, il y en avait déjà quand même un certain nombre, mais là, ça a explosé parce Ouais, que vraiment. les gens cherchaient des façons de voyager localement parce que les frontières étaient fermées. Fait que là, les gens se sont garochés sur les vannes. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça s'est replacé un peu. Là. L'intérêt est toujours aussi grand, mais c'est pas aussi fou que c'était lors de la pandémie. Mais il y a vraiment un gros intérêt pour la van life encore. Les gens, aussi, on est beaucoup dans l'ère du minimalisme. On veut se départir du superflu puis vivre simplement. Puis je trouve que la van life, mais ça
ça répond à ces critères-là. Puis ça aussi, ça va chercher un grand public, mais surtout avec, comme tu dis, depuis la pandémie. Avant, c'était plus des gens qui avaient le temps, des retraités, des gens que là, ils vendaient leur maison, ils partaient. Mais là, c'est beaucoup des jeunes, des petites familles. Mais tu sais, il n'y a plus de restriction d'âge. Ouais. Il n'y en a jamais eu. Là, c'est sûr que c'est encore un loisir qui coûte cher, les véhicules. Ouais. Il n'y a rien en bas de 150, 160 000 là, quand on parle de vannes déjà aménagées. Fait que ça reste un investissement là, quand même. On ne se fera pas d'accroire. Mais c'est quand même, ça reste quand même accessible si tu considères que c'est un deuxième véhicule, que tu gardes, que tu peux utiliser pour aller faire l'épicerie la semaine, puis aller conduire les enfants à la garderie. C'est pas juste, c'est pas une roulotte que tu sors juste quand tu t'en vas en camping. Là, c'est un véhicule qui sert à l'année. Puis c'est un véhicule qui sert aussi 4 saisons. Moi, je l'utilise l'hiver pour aller faire du ski. Quand je reviens de ski, ben ma vanne est chauffée, je peux manger, je peux me changer mes vêtements, je peux faire une sieste si ça me tente. Après ça, je repars. Il y a comme, c'est le meilleur ski-in, ski-out. Fait que, il y a quand même plein d'avantages à avoir une vanne. En tout cas, moi, je suis bien vendu au concept. Là. La tienne est faite sur mesure? Oui, c'est une vanne... en fait, moi, j'ai la vanne de la compagnie pour laquelle je suis actionnaire. C'est une Sherby, c'est une compagnie de Sherbrooke qui aménage des vannes dans des ProMaster. Là. C'est le véhicule par excellence là, pour la van life. Fait que, ouais, je circule en Sherby van depuis les dernières années, puis je capote, là. Puis, tu vois, on parlait de ma blonde tantôt qui n'aime pas l'avion. Ouais, c'est un beau compromis. C'est un beau compromis. Là. On a fait quelques voyages ensemble, puis on tripe. Puis là, cet été, on a envie de partir là, vraiment pendant au moins un mois aux États-Unis, là, sur un road trip. Justement, cool, destination par excellence que tu veux faire en van life. Ça serait l'Utah. Ouais, okay. Je veux vraiment aller en Utah parce qu'à Vlog, je ne sais pas pourquoi, mais... On voit tellement de vidéos tournées en Utah, tu sais, les vidéos de mountain bike, les vidéos de motocross, les paysages sont fous. Les paysages sont hallucinants. Puis à chaque fois que je vois ça, puis qu'on présente ça à l'émission, je fais comme, OK, il faut que j'aille là un jour, tu sais. J'ai déjà passé, mais super vite. Fait que là, on a envie de... On va aller au parc national de Zion, peut-être à Moab aussi. Puis en tout cas, bref, on veut passer là, quelques semaines dans cette région-là, puis prendre le temps de découvrir ce que l'Utah a à nous offrir. Cool. Are you ready? On a-tu le temps pour faire le petit jeu? On va y aller rapido. C'est un nouveau jeu. Tu es le premier à t'y prêter. D'ailleurs, on va aussi avoir besoin d'une petite manipulation. Si tu peux prendre derrière toi le globe terrestre. OK. Merci. Donc là, c'est très original. On l'a inventé là, après des heures de brain. Je mets mon doigt dessus. Ouais. C'est ça? Puis après, c'est quoi? Je sais pas. Après, c'est quoi? Ça explose, non. Tu dis la première chose qui te vient en tête par rapport au pays où ton doigt s'est arrêté, au fond. Hey, mais je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais ça me fait tellement penser. À l'époque, à TVA, j'avais un truc qui s'appelait l'Explorateur urbain. Puis j'avais une carte sur laquelle on avait mis les noms de villages autour de Montréal. Puis je me bandais les yeux, puis je lançais une fléchette sur la carte. Puis là, je devais aller faire un reportage dans le village le jour même et le présenter le soir. Ben voyons. Une nouvelle. Fait que je faisais ça le matin, salut, bonjour. Je lançais ma fléchette, là, disons, ça tombait sur, je sais pas, Saint-Ferdinand. Ben là, il fallait que j'aille à Saint-Ferdinand. Le jour même, là. Le jour même, trouver un sujet de reportage, faire mon sujet de reportage, revenir le présenter au bulletin du temps. C'était vraiment, vraiment trippant. Ben ça me rappelle un peu ça. Ben c'est donc bien cool. Pourquoi ça n'existe plus? Ouais, il faut que tu continues à faire ça. Ben, on l'a fait pendant... C'est ça. Mais tu y allais-tu en avion? Ben non, on y allait en char. On y allait en voiture. Saint-Ferdinand. Ouais, mais on avait mis juste des villages à, disons, 1 heure de route maximum. Non, parce que maintenant, tu vas à Rouyn-Noranda, je veux dire, tu peux pas faire le in-and-out. Non, c'était juste des villages autour de l'île de Montréal qui nous permettaient de faire l'aller-retour dans la même journée. OK, j'y vais. Là, on n'ira pas, là où ton doigt va aller. Oh my God, c'est quoi ça? T'arrives-tu à Ah, attends, je suis dans les Caraïbes. Parce que c'est tellement petit. Oui, c'est petit. Ah, la Martinique. Oh my God, c'est un signe. Pourquoi? C'est quoi le signe? C'est là qu'on veut aller. Non! Cet hiver, quand je vous disais qu'avec ma blonde, on prépare un voyage, c'est en Martinique. Arrête! Faut que tu le fasses. Fait que tu vois, faut que tu le fasses. C'est un signe. C'est tellement un signe. C'est le destin qui a décidé que
Ça laisse faire. On en Wow. fait-tu 2 autres rapidement? OK, vas-y. On a l'air pressé, tu sais. On est comme, ouais, on voudrait plus de temps, tout le temps. Si tu me dis Ah, Utah, la Chine. Ah. Ouais. OK. À quoi ça me fait penser automatiquement? Wuhan. Hey, c'est pas là qu'il y avait eu le COVID? Wuhan? C'est pas là que ça a commencé? C'est une information que j'ai décidé de ne pas retenir. OK, on... On parle. Il me semble que c'était ça. Je te regarde, je suis comme Pascal ou répond. Oh, l'Iran. Ah. Ouais. Hmm. L'Iran, ces jours-ci, Pas je glorieux. sais pas, tu sais, c'est des pays qui sont magnifiques, mais on dirait qu'on hésite Ouais. à vouloir y aller en raison des conflits sur place, mais tu sais, je regarde le Golfe Persique, l'Afghanistan, tu sais, moi, j'adore les montagnes, puis tu sais, je sais qu'il y a vraiment des super beaux coins pour faire des treks dans ces régions-là, fait que on va attendre que ça se calme un peu. Ouais, moi aussi, c'est une région du globe que je veux faire, que j'ai pas encore fait. Ouais. Un Pour- autre jeu! Attends, là, il y a trop de C'est un surprises. petit cadeau, c'est un petit souvenir de voyage. OK, je l'ai tout de suite? Oui, OK, parfait. c'est pour te remercier d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est un petit, tu sais, C'est un, quoi? un petit Attends, mais quelque moi, je chose. sais plus. Ça va t'exploser. Ah, c'est bien. Oh my God. En plus, vous le voyez, j'adore les Hey, bracelets. Pour vrai, on le savait pas. Pour vrai. C'est magnifique. Ça vient de où? Du Mexique. Parce Du que Mexique, pour vrai? J'ai passé la moitié du podcast à parler du Mexique. Mais moi, j'y vais souvent. Je vais quasiment à chaque année au Mexique. C'est Ah. mon pas deuxième arrangé, pays. là, on le savait pas que Hey, t'allais parler du merci Mexique. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sérieux, je vais le porter avec beaucoup de fierté. C'est très gentil. Ben, ça Y a fait pas de problème. plaisir. Merci Mais oui. vraiment beaucoup. Hey, merci de Wow, c'était l'invitation. vraiment le fun. C'est Donc, cool. dis-nous, où on peut te suivre là, dans les prochains mois? T'sais, là, on va être début de l'été. Là. Ben, je dirais essentiellement, ben, tu sais, cet été, là, je suis en pause professionnelle, on va dire ça comme ça. Fait que sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est justement si cet été on part en van, c'est sûr que je vais documenter ça sur mon Instagram et mon Facebook. Peut-être TikTok, là, mais j'ai encore de la misère. Ouais, moi aussi, j'ai vu. Encore de la misère avec TikTok. Charlie, Charlie a ce qu'elle fait sur TikTok. Pas de misère. Ah ouais, mais non, je suis pas encore. J'ai l'impression que je suis trop vieux pour TikTok. Mais merci. T'es Mais très merci. Ben, gentil. ça fait plaisir. On Merci à invite les toi. gens à te suivre, puis merci pour ta présence. Et merci aux gens d'avoir été là. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode des Backpackers. Bye! Ciao!